Yorana et bienvenue dans Manava. Le Rawi, une pratique séculaire appliquée par les anciens, basée sur la compréhension de la nature et de ses ressources. Pour nous l'expliquer, nous accueillons aujourd'hui Jerry Biret, conseiller technique environnement auprès du ministre, Yorana Jerry, Yorana. Tamatoa Bambric, directeur de recherche au CNRS, Yorana Tamatoa, Yorana. et Jaros Otsenasek, président du syndicat des pêcheurs professionnels polynésiens. Yorana Jaros. Yorana. Janice Yorana, Yorana Stéphane. tu nous parles de cette pratique ancestrale qu'est le Rawi. Oui, le rahui. En Réo-Tahiti, le rahui désigne à la fois un nom et un verbe. Il peut qualifier l'interdit en lui-même, l'espace de l'interdit, ou encore l'espèce sur laquelle il porte. Cette pratique très ancienne existait déjà avant les colonisations polynésiennes, vers 800 après Jésus-Christ. À cette époque, la mise en place d'un rahui était politique. Ils étaient en effet du ressort du clan, de chefferie ou encore de famille dominante qui décidaient seuls de la mise en place d'un rahui. Ils interdisaient alors l'accès à un espace ou le prélèvement d'une ressource pendant une période indiquée. Après l'arrivée des missionnaires occidentaux, le rahui a progressivement disparu, principalement pour des raisons politiques et religieuses. En effet, cette pratique était un obstacle à l'implantation du protestantisme, mais elle était également considérée comme un pouvoir local qui échappait au contrôle des puissances occidentales anglaises, américaines ou encore françaises. Depuis les années 70, les Polynésiens se réapproprient leur culture et réutilisent les pratiques de leurs ancêtres, mais il faut attendre les années 2000 pour que les premiers rahui apparaissent notamment à Rapa et à Mei'a. Jerry, comment définir le rahui d'aujourd'hui? Il y a une dimension de protection et de préservation avant tout? Oui, alors ça dépend si tu définis un rahui, on va dire, traditionnel, un vrai rahui traditionnel tel qu'on le rencontre à Harappa, par exemple, avec ce qu'aujourd'hui on appelle des rahui. En fait, ce sont des espaces, des zones de pêche protégées ou des zones de pêche, des zones protégées par le Code de l'environnement, par exemple, où là, moi, je ne considère pas que ça comme un rahui traditionnel, en fait. Pour moi, un raouri traditionnel, et c'est le Code de l'environnement qui le dit, c'est un espace qui est réglementé par des textes ou des règles non écrites. C'est-à-dire que tout le monde accepte. En fait, on n'a pas besoin de gendarmes ou C'est un de... accord tacite. C'est un accord tacite. C'est la société qui a décidé. À Rapa, par exemple, il n'y a pas de gendarme qui vient dire non, vous n'avez pas le droit d'aller pêcher à cet endroit. C'est la société qui l'a décidé. Et donc, il y a un conseil des sages qui décide, ben voilà, comment on doit faire, quelles sont les règles à mettre en place. Donc vraiment, ça dépend de ce que l'on veut faire. Après, effectivement, c'est en fonction, mais après, on a des spécialistes autour de la table, hein, c'est en fonction de la ressource que l'on veut protéger. Et c'est pas forcément, beaucoup pensent que c'est surtout sur la pêche, un rahui. C'est pas forcément sur la pêche, c'est également sur des espaces terrestres. Mhm. Ça peut porter sur un arbre fruitier, un fruit en particulier, une vallée en particulier. Voilà, par exemple, il y a un rahui qui a été mis en place sur le plateau des Orangers, Ah, Punaouia. à Punavia, et ce sont les associations qui ont travaillé avec les propriétaires, et c'est un rahui qui est vraiment très respecté, justement. Donc, c'est comme quoi, dans notre monde moderne, aujourd'hui, avec toutes les contraintes que nous avons, il est encore possible de mettre en place des rahui. Des rahui. Oui. Mm, Tamatoa, c'est assez intéressant puisqu'en fait on s'appuie sur le côté ancestral et du savoir et on le met en place avec des moyens modernes. C'est un peu l'idée. Ce que je trouve, si on se pose la question de la continuité entre les rahui anciens et les rahui modernes, moi je mettrais plutôt l'accent sur qui contrôle. Est-ce que ce sont les populations qui contrôlent? Est-ce que ce sont les RI? Est-ce que c'est la direction de l'environnement? Mais au fond, qui a le contrôle? Parce que si vous mettez la question du contrôle au centre, à ce moment-là, il y a une continuité. Que ça soit à Rapa, que ça soit à Mayok, ou que ça soit d'autres lieux, à Wahine par exemple. Effectivement, c'est pas. Mais je pense que cette question est essentielle parce que c'était déjà comme ça avant la période des contacts. C'est qu'il y avait une multiplicité des contrôles. Je ne suis pas certain que enfin, il y avait différents types de rahui et donc vous avez bien mis l'accent justement sur l'interruption des rahui par rapport à qui contrôlait quoi, en fait. Enfin, voilà.
La réalité, c'est qu'en bout de chaîne, comment l'approvisionnement soit assuré, la continuité, la pérennité. Donc, est-ce que le cumul des deux n'est pas une bonne chose maintenant? C'est bien qu'il faille que ça soit accepté par l'ensemble des populations, mais qu'il y ait aussi un suivi par le gouvernement, par les autorités. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect où finalement le champ du Rahoui s'est considérablement réduit. On parle beaucoup de protection de l'environnement, que ce soit terre ou mer. En réalité, les Rahoui étaient d'abord très politiques avant. C'est à la naissance d'un premier-né, à l'occasion d'un conflit, Ça permettait d'affirmer son autorité. euh, d'affirmer son autorité et puis de laisser le temps du respect. On peut pas, le Rahoui, c'est un des concepts polynésiens forts, et il y en a deux autres auxquels ils sont associés. C'est le tapu et c'est le mana. Et donc, juste isoler le Rahoui posé comme une interdiction, oui, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Le Rahoui se comprend aussi par rapport au tapu, les interdictions d'autres sacrés, qui a un autre niveau, qui relève de notre niveau, Beaucoup plus spirituel. beaucoup plus Mhm. spirituel, tandis que les Rahoui sont posés par les humains, les tapus plutôt par les dieux, et puis au centre de tout ça, il y a le mana, il y a pour simplifier, le pouvoir d'origine divin, mais poser un tapu, par exemple, c'est permettre au mana d'être parmi nous, euh, ici et maintenant. Donc, en fait, je pense que les trois sont connectés. Alors, je dis ça parce que quand vous parlez aux gens, quand vous allez dans des îles ou dans des villages et tout ça, les gens ont peur des Raouis. En fait, ils ne veulent pas nécessairement de Raoui d'ailleurs. Ils préfèrent une ZPR, ils préfèrent un code de l'environnement, parce qu'il y a cet aspect influence des puissances tutélaires invisibles dans le fonctionnement d'un Raoui. Euh, voilà. Alors, comment réussir à leur faire entendre qu'il est nécessaire? Alors, Parce qu'il est nécessaire. Bah, moi, je pense que c'est un choix, en fait. C'est un choix de population, c'est un choix d'une communauté. Je suis juriste de formation, donc moi, mon rôle, c'est d'écrire des lois du pays. Et quand on me demande d'écrire une loi du pays, la première chose qu'on me demande, c'est quelles sont les sanctions pénales que l'on va pouvoir mettre en place dans une loi du pays. Et après, dans l'application, dans l'utilisation de ces lois du pays, je le répète systématiquement pour ceux quand je vais dans les communes, par exemple, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est pas de se dire, oui, on va faire un espace protégé par le Code de l'environnement ou une ZPR ou un RAHOui. Ça dépend vraiment de ce que les personnes souhaitent, que la communauté souhaite. Si la communauté est d'accord pour décider ensemble de fermer cet espace pour régénérer un petit peu Oui, mais s'ils n'en les sont pas ressources, conscients. ben, justement, c'est tout le travail de rencontre, de discussion avec les populations, de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Parce qu'un espace protégé, par exemple, par le Code de l'environnement, c'est un espace qui est très strict, fermé, très souvent fermé, avec des règles très spécifiques. Une ZPR, ce sont des règles de gestion de la pêche. Un Rahoui, ça va porter sur tout à fait autre chose. Ça dépend vraiment pour moi, ça dépend vraiment de la volonté de ces communautés qui décident, ah, mais moi je préfère effectivement une ZPR parce que je le comprends mieux, je le conçois mieux. C'est réglementé, il faut Voilà, plus. il y a un Voilà. texte, etc. Ou on va aller ailleurs et la communauté va dire non, moi je préfère avoir un Rahoui, c'est nous qui C'est une notion décidons. spirituelle qui rentre en ligne de compte. Exactement. C'est vraiment, je pense vraiment que ça dépend de la communauté, de ce que l'on veut faire. Alors c'est clair qu'il est beaucoup plus facile D'imposer. de mettre en place un Rahoui quand on est dans une communauté soudée. Voilà, dans les îles souvent, à Papeete, ça sera assez difficile de mettre en place un Rahoui. On va plutôt parler de zones de pêche réglementées, on va parler plutôt de textes réglementaires. Mais voilà, ça dépend vraiment. Je pense vraiment que ça dépendra de la demande de la communauté, tout simplement. Jaros, en tant que pêcheur et d'amoureux de la nature et de la Polynésie, le Raoui, tu en penses quoi? Tu penses qu'il est nécessaire ou qu'il vaut mieux des zones de pêche réglementées? Quand bien même, c'est nécessaire, oui, bien sûr. Quand bien même, c'est fondamental. Mais quand bien même aussi, c'est utile dans la mesure où un rahoui ne peut pas être fermé, fermé, fermé. Et quand il y a beaucoup de vérité dans tout ce qui vient de se dire, hein, mais un rahoui, avant tout, c'est le respect de la parole. Le polynésien, c'est le respect de la parole. Et il ne faut pas perdre de vision qu'un rahoui, c'est un bien commun.
Les Anglais, pour trouver justement le mot Rahoui, ils disent commons, c'est-à-dire un bien commun à toute la population, à tous ceux qui ont pris l'engagement de protéger. Protéger, oui, protéger pour que ça perdure, l'alimentation et tout ça, mais combien même aussi, il y a une nécessité derrière, quand il y a des calamités, d'ouverture pour pallier à cette calamité, justement, pour que la population ne souffre pas de manque d'alimentation. Et tout ça, le Rahoui part des zones, par exemple, montagneuses, ça part de la montagne jusqu'au récif. Mais par contre, au Tuamotu, c'est différent. Eux, il y a un secteur, automatiquement, c'est le Rahoui, c'est le secteur qui sont là où il n'y a personne. On fait que du copra, tout simplement. Donc, voilà, chaque entité a sa façon de mettre un Rahoui. Mais un Rahoui, quand même, c'est un bien commun avant tout. Hein. Maintenant, on a tendance aujourd'hui à dire le Rahoui avec comment ça s'appelle, le PGEM et tout ça. C'est deux choses vraiment très, très distinctes. Il n'y a D'accord. pas de cohésion entre les deux. Au contraire. Hein. Quand on parle de sanctions et tout ça, la sanction en lui-même, dans le passé, c'est-à-dire comme la parole, Ouais, c'est la notion de c'est du parole, mana, la notion de parole donnée qui et doit être. le tapu est là aussi. Hein. D'accord. Donc c'est l'association des trois entités, le mana, le tapu et Ce que nous disait Tamatoa voilà, tout à l'heure. c'est ça, exactement. Tu penses que c'est compatible avec une société moderne? Ah, complètement. D'abord, c'est compatible pour au moins trois raisons. La première, la première, c'est que une société qui fait pas de lien avec son passé, c'est Une une société qui n'a pas d'avenir. société sans histoire, Voilà. donc avec un avenir. Donc, et au contraire, le Rahoui prouve sa force. Voilà, cette société se nourrit de connaissances historiques. La deuxième raison, c'est que en fait, on travaille aussi dans des zones urbaines. Par exemple, la commune de Paria, où là, d'ailleurs la commune de Papara est aussi une zone urbaine maintenant. Et là, la première demande des premières populations de pêcheurs de Paria, ça a été un Rahoui, et ça n'a pas été autre chose. Et à mon grand étonnement, même les gens qui ne sont pas, qui sont pas polynésiens, qui ne sont pas maoris, qui sont des Popas, mais qui ont Qui des vont avoir une culture activités, différente, en fait. voilà, qui ont une Il y culture a une différente, historique différente. et puis qui vivent là, et puis qui ont des activités nautiques sur ces zones-là, ils ont tout de suite compris ce qu'était un Rahoui. Dire, ah mince, donc ça veut dire que tout va être interdit maintenant. Et j'ai trouvé ça rigolo parce qu'on dit, mais non, mais il faut que les populations soient isolées, éloignées pour que ça marche, une cohésion, etc. Oui, enfin, la cohésion, elle se construit. Il n'y a pas de communauté sans construction. La cohésion, c'est dynamique. La cohésion, on n'arrive pas dans des sociétés, ah, il y a une cohésion, on peut faire quelque chose. Ah, ben, il n'y en a pas, on peut faire quelque chose. Je connais aucune société polynésienne qui a une cohésion. En fait, c'est que des conflits, mais bon, les lieux les plus isolés comme les plus modernes, enfin les plus citadins. Et tout ça se construit avec le temps, les échanges, les discussions, le rôle de la parole qu'a souligné Jerry et donc absolument et Jaros. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Géry Biret, conseiller technique environnement auprès du ministre. Tamatoa Bambridge, directeur de recherche au CNRS. Et Jaros Otsenasek, président du syndicat des pêcheurs professionnels polynésiens. Janice, comment protéger le Pacifique? Eh bien, 9 pays du continent américain riverains du Pacifique, dont les États-Unis, ont formé en juin une coalition pour la protection des océans de l'Alaska à la Patagonie, une initiative lancée par le Chili. Les océans jouent un rôle crucial dans les effets du changement climatique, a déclaré le président chilien Gabriel Boric lors de la signature de l'accord en marge du sommet des Amériques en milieu de l'année, où la protection de l'environnement était à l'ordre du jour. Les dirigeants de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, de l'Équateur, du Panama, ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Canada et du Mexique, et John Kerry, l'envoyé spécial présidentiel américain, se sont joints à cette initiative. Comme le dit le président du Costa Rica, la coopération internationale en matière de protection des océans est essentielle car les espèces marines ne connaissent aucune frontière. Cet accord envisage la création des zones marines protégées du Canada au Chili. Il s'agit d'espaces délimités légalement reconnus pour assurer la préservation de la biodiversité marine.
Le Chili est prêt à aller plus loin en soutenant une initiative visant à placer sous protection 30% de la surface des océans d'ici 2030. Tamatoa, les aires marines protégées existent déjà en Polynésie. Ont-elles un impact et quelle est la différence avec le rahui? La première question, c'est de savoir si les AMP, en clair, sont plus efficaces qu'un Rahui. Il n'y a pas vraiment de règle. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. L'avantage d'un Rahui, c'est que c'est son côté, c'est les interdictions totales, pendant un temps donné. Mais les interdictions totales ont toujours été beaucoup plus efficaces que des interdictions partielles de prélèvement de ressources. L'autre question, c'est à quelle échelle on parle. Si on parle à des échelles voilà, insulaires, lagonaires, etc., les pratiques traditionnelles sont efficaces en Polynésie, mais pas seulement, en Océanie aussi, le bou, la palau, le mo, les tabous dans le Pacifique central. Ensuite, si on parle de l'échelle des océans, là, oui, les AMP pourraient être efficaces. Le problème, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur les 2 tiers des océans. C'est des zones internationales, il n'y a pas de convention internationale et les pays ne peuvent protéger que leurs ZEE. Qu'en est-il de cet amas, du reste de toute la zone qui est en dehors des ZEE, qui eux ne sont pas protégés? Or, ces zones à l'extérieur de la ZEE, je rappelle, c'est 70% de la pêche hauturière, c'est les ressources, les deep sea mining, les minéraux essentiels qui sont convoités, c'est ne pas gérer justement les problèmes de pollution à ces échelles-là. Donc je ne peux que saluer les accords que vous venez de souligner, tout en soulignant la lacune de l'absence d'accord sur les zones les plus importantes des océans. Donc très clairement, la première étape, c'est que chaque pays puisse commencer à délimiter dans ses propres eaux. Mais il y a encore 2 tiers il va falloir gérer et pouvoir mettre en application le fait de les protéger. Oui, un exemple concret, c'est l'AMG de la Polynésie, Rahui Nui, appelé par certains. Le problème, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Les perdants, c'est ceux qui ont fait des efforts justement pour préserver cette ZEE, hein, et on a le président d'un syndicat des pêcheurs qui est présent. Les gagnants, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la ZEE et qui bénéficient de nos efforts de conservation. Et pour ne pas les citer, enfin on les connaît, c'est les bateaux chinois, les bateaux taïwanais, les bateaux, etc. Donc, tant qu'on ne pense pas à l'échelle de ces océans, nos mesures et l'efficacité de nos mesures ne peuvent être que limitées. C'était une des questions que j'allais poser à Jaros. Donc les pêcheurs, on va dire, extérieurs ne seront pas soumis aux mêmes règles. Et comment on peut faire pour appliquer ces règles, même pour eux? Oui, l'application simple de ces règles, c'est tout simplement d'interdire les DCP dérivants. Alors il faut expliquer ce que c'est. Alors, les DCP dérivants, c'est un dispositif qui de 4 mètres carrés à 6 mètres carrés, sur lequel il y a des filets jusqu'à 70 mètres de profondeur, qui captent tous les alevins, tous les poissons, et qui est emporté partout par le courant. Et qui les met en place? C'est le courant. Et après, il y a les seineurs qui attendent, qui viennent, qui pêchent, et qui jettent le filet, ils ramassent ce qui est bon, mais tout le reste, ils rejettent à la mer et tout est mort. Et c'est là, justement, c'est là qu'il faut dire qu'il faut interdire. Si on veut vraiment préserver notre océan, qu'on puisse vivre décemment et puis des milliers d'années, c'est la seule solution que les DCP dérivants soient complètement éradiqués. C'est la seule solution. Sinon, c'est pas la peine de parler de Rahui, de protection et tout ça. C'est hypocrite. Voilà, tout simplement. Géry, ça te fait sourire? Oui, Mais parce que le fond, la forme est un tout petit peu, on va dire, pas véhémente, mais tu as tout fait raison, mais Non, tout mais à fait raison, mais sur le fond, Mais non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est que effectivement, on a mis en place en 2002 le Teinuiatea, qui est notre aire marine gérée, où on fait des efforts. On est en train de fêter cette année les 20 ans du sanctuaire marin polynésien, où on protège les mammifères marins, on protège les requins, on protège toutes les tortues, on essaye d'avoir une pêche durable. Elle a été labellisée, donc on fait de très très gros efforts. Et effectivement, dans les eaux internationales, c'est une zone de non-droit où tout le monde a le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des négociations internationales sur la haute mer qui ont capoté récemment
en août 2022 à New York. Ce sont les négociations sur la protection, la gestion de la biodiversité, ce qu'on appelle le BBNJ. En fait, les négociations ont capoté parce que les grands pays n'ont pas, Bah, il n'y voit pas l'intérêt pour eux. ils n'y voient pas l'intérêt, effectivement. Là, actuellement, on parle beaucoup de l'exploitation minière sous-marine. La Polynésie française est en train de travailler sur un moratoire Ce dont parlait polynésien. toi tout à l'heure. Oui. Voilà, mais par contre, effectivement, sur la zone internationale, ce moratoire ne pourra pas s'appliquer. Donc, n'importe qui va pouvoir aller. Alors, il faut y aller hein, à 3000 mètres de fond. Mais on a des exemples où des sociétés ont réussi à aller jusque là-bas. Et le problème, ils ont fait ça il y a 20 ans. Quand on y retourne sur les lieux, on a encore les traces de cette recherche impactante. Donc, effectivement, et Jaros a tout à fait raison, il faut parler de ces techniques impactantes de pêche, de ces techniques impactantes d'exploitation de ressources. La Polynésie française, depuis 2003, elle porte ce message au niveau international, chaque fois qu'on le peut. Est-ce on que, le est-ce que le dénonce. gouvernement français l'entend? Puisque au niveau international, c'est le gouvernement français qui va peser, il faut dire les choses. Il faut dire les choses effectivement, puisque la diplomatie, c'est de la compétence De l'État. de l'État. Mais par contre, la Polynésie française est membre à part entière du Complètement, Forum ouais. du Pacifique et donc a une voix qui porte à l'international. Et donc, c'est une voix qui, en plus, on est légitime à la porter puisque nous n'avons pas nous ne vendons pas de licence de pêche à l'international. Donc, c'est une pêche polynésienne. Et donc, voilà, on n'a aucune leçon à recevoir de personne. Et donc, c'est un message que l'on porte à chaque fois que l'on peut. Alors, c'est des relations internationales, c'est de la négociation, c'est beaucoup on va dire, de palabres, pour pas dire de discussions, souvent qu'on estime inutiles parce que ça avance pas aussi vite que l'on voudrait. Je voudrais juste rappeler une chose. Récemment, on est allé au mois de juin au sommet des océans de l'ONU qui s'est déroulé à Lisbonne. Et donc, on était représenté, le ministre de la Culture, de l'Environnement et des Ressources marines a parlé au plus haut niveau, donc devant les chefs d'État, et donc justement a parlé de la question de la haute mer. Ça a été retenu dans les conclusions de l'ONU. Alors, c'est un petit pas, Ouais, on avance. mais voilà, on avance par Oui, on petits va garder pas. le positif, il faut avancer. Voilà, exactement. Tamatoa, tu parlais tout à l'heure de cette notion, le Rawi, où elle doit être à la fois basée sur le passé pour comprendre le présent. Quand on parle de Rawi à l'île de Pâques et à Nouvelle-Zélande, ils sont dans la même dynamique? Ils sont dans le même Oui, esprit? ils sont dans la même dynamique. La Nouvelle-Zélande, Aotearoa, Nouvelle-Zélande a été un des premiers pays à légiférer sur le Rahui, donc avec plusieurs types Rapa Nui. Alors eux, ils ont commencé par leur grand Rahui, mais ils n'ont pas vraiment de Rahui marin. Plus ciblé? Cela étant, ça dépend des priorités de chacun. Par exemple, un des plus gros problèmes à Rapa Nui, c'est l'eau, c'est la ressource en eau. Et donc, si discussion il y a autour de leur priorité, c'est plutôt autour de la ressource en eau, plutôt que l'espace marin Donc ils vont essayer de gérer et on va dire, de codifier. Alors la notion de code, elle est à la fois, on va dire qu'elle est à la fois législative, Ouais. mais elle peut être simplement humaine et sur le bon sens. Voilà, disons qu'il y a des réflexions autour de ça, mais vous savez, le Rahui s'exporte. Par exemple, il y a 2 semaines, on avait un séminaire où j'expliquais la méthodologie des Rahui en Polynésie à des nations inuites, les 13 tribus qui vivent autour du golfe du Labrador, parce qu'ils étaient intéressés par savoir. Je lui dis, mais la manière de poser la question chez vous, regardez dans votre histoire comment vous faisiez avant. Et quelles étaient les institutions qui permettaient de protéger les forêts, de protéger vos fleuves. Et à partir de là, on peut commencer un travail. Donc, c'est juste la démarche, en fait, qui est vraiment intéressante. Voilà. Intéressant parce que si ça s'exporte, ça va peut-être rebondir sur ce qu'on était en train de dire, c'est que ça peut faire tache d'huile et Je pense que ça peut inspirer. oui, voilà, ça peut inspirer d'autres C'est une source pays. d'inspiration, effectivement, oui. Eh bien, on va rester sur cette notion positive et espérer qu'on puisse continuer à appliquer le Rawi en Polynésie, ça c'est sûr, Mhm. et que surtout les personnes à l'extérieur le respectent. Messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir accueillis sur ce plateau. Tamatoa, Jerry et Jaros, c'était très intéressant. Merci Merci. beaucoup.
Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Moana, à 19h30 2 épisodes de votre série Hawaii 5.0 et enfin à 22h15 le Hura Tapairu 2022. Merci Janice, bonne fin de journée sur TNTV et à demain.